Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono, l'émission du jeudi. On se retrouve comme chaque jeudi soir en direct pour notamment vous présenter les principaux rendez-vous sportifs du week-end avec vous, Alexandre Lenaour, bonsoir. Bonsoir Aurélien. Et on va également parler basket avec un entretien que vous avez réalisé avec le coach du Vendée Challant Basket, Sébastien Lambert. On reviendra sur l'actu basket, l'actu voile. Et on va surtout parler football avec nos deux invités du club de La Roche Vendée Football. On reçoit le coach de l'équipe de N2, Frédéric Reculot. Bonsoir. Bonsoir. Et l'un des joueurs de cette équipe, le milieu de terrain, Guillaume Audru. Bonsoir, Guillaume. La Roche VF qui va affronter Blois ce week-end à l'occasion de la 11e journée de National 2. Ce sera donc à Blois samedi à 18h. Mais avant cela, on va revenir sur ce début de saison. 10 journées disputées dans ce championnat de National 2. La Roche VF, on va le voir au classement, est deuxième à 2 points du leader Libourne. 4 victoires, 5 matchs nuls. Une défaite. Frédéric, alors on n'en est qu'à 10 journées, on n'est même pas à la moitié du championnat, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ce début d'exercice 2023-2024 ? Il y a trop de nuls. Il y a trop de nuls, 5 matchs nuls. Il y a trop de nuls. Voilà. Plus avec Trélissac. Donc beaucoup de regrets. Je pense que le classement est honorable par rapport aux équipes qui composent ce championnat, mais nous, pour avoir vécu beaucoup de matchs, on a, même si la saison est loin d'être finie, même si on n'est pas rendu à la fin des matchs allés, pour l'instant, c'est vrai qu'on peut avoir le premier sentiment, c'est avoir quelques regrets quand on regarde le classement. Je pense qu'on on mériterait, même si on ne l'a pas, on mériterait d'avoir un classement encore meilleur que celui-ci. Maintenant, on accepte celui-ci parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est principalement de notre faute de toute façon. Est-ce que vous auriez quand même signé pour être deuxième au bout de 10 journées ? Avant le championnat, oui. Maintenant, non. Mais avant le championnat, ouais, forcément, parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus. Mais c'est vrai que maintenant, pour avoir fait 10 matchs, c'est vrai qu'on se dit qu'on est largement en capacité de vivre dans ce championnat. Et puis maintenant, on aspire à un peu mieux, quoi. Guillaume, c'est votre première saison sous les couleurs de La Roche. Vous arrivez du club de Gaulle FC. Vos impressions sur ce début de championnat, sur peut-être surtout le niveau football, le niveau affiché par l'équipe ? Agréablement surpris parce que je savais pas trop dans quoi je suis arrivé un peu tard, en début de la prépa avait déjà commencé. Donc j'ai vite fait connaissance avec mes coéquipiers et un super groupe, super état d'esprit, etc. Et ensuite le niveau affiché m'a agréablement surpris parce que comme le coach a dit, on a fait beaucoup de matchs nuls et on a pas mal de regrets sur ces matchs-là et on a souvent réussi à tenir tête, voire même montrer un super visage face à toutes les équipes pour l'instant qu'on a affrontées. Donc maintenant on va se montrer ambitieux et voir jusqu'où on peut aller avec cette équipe. Alors on peut couper ce début de championnat en deux, alors si on mélange championnat et coupe, sur les 7 premiers matchs, donc toutes compétitions confondues, vous faites 5 victoires, 2 matchs nuls, et depuis le 14 octobre, sur les 5 derniers matchs, 4 nuls, une défaite, dont donc une élimination en Coupe de France à Challans au tir au but, 0-0 score final. Fred, vous avez senti que là, ces dernières semaines, il y avait plus de difficultés ? Non, c'est, le coup d'arrêt, c'est vraiment le match des Herbiers. La première défaite, là, c'est vraiment le premier coup d'arrêt. Depuis, on est un peu à la peine, parce que celui-ci nous a fait mal, parce que c'est complètement à l'inverse de ce qu'on aurait pu mériter. Voilà, c'est vrai que après c'est le foot, c'est le sport, donc il n'y a pas de souci là-dessus, on accepte ça, mais c'est vrai que c'est depuis les Herbiers. Avant, non, on était dans une dynamique. C'est vrai qu'on était moins performant au niveau des points, mais le contenu restait, en tant qu'entraîneur, j'étais satisfait de ce que les joueurs produisaient. Maintenant, c'est ce que je vous dis, je peux pas dire que je suis satisfait, mais ce qu'on produit, c'est intéressant, ce qu'on produit, ça a un sens. Maintenant, on bonifie pas ce qu'on fait de bien, donc c'est ce qui est navrant, quoi. Mais c'est vrai que le vrai coup d'arrêt, c'est ce match des Herbiers où on loupe ce penalty, on prend un but difficile sur la fin, mais ça fait, ils étaient venus avec un vrai projet de jeu, avec une volonté de nous attendre et peut-être nous faire mal sur des comptes, ce qui n'a pas été le cas pendant 80 minutes. Et la dernière attaque a été fatale pour nous. Et c'est vrai que autant on peut accepter cette position de deuxième, autant on peut accepter des contenus, autant les résultats sont pour les joueurs, je parle au nom des joueurs, je pense que les joueurs méritaient mieux sur ce début de championnat. Guillaume, confirmé, il y a eu beaucoup de frustration après ce match contre les voisins herbretais. Ouais, énormément, parce qu'on se sentait presque un peu intouchable sur ce match-là, où vraiment
pour un rendez-vous, enfin le derby vendéen, on en a entendu parler pendant un moment. Et je pense qu'on a vraiment répondu présent sur le match, mais après ça reste la beauté du football que, comme on dit, dominer n'est pas gagner, mais bon, je pense qu'on a montré un très beau visage. Je pense que même avec cette défaite-là, on a montré de quoi on était capable et de rivaliser avec un des plus gros du championnat. Et voilà, maintenant, plus qu'à continuer. Alors après cette défaite face aux Herbiers, vous avez enchaîné 2 matchs nuls, un match nul à Libourne, l'actuel leader, un partout, et un match nul à domicile le week-end dernier. On a les images d'ailleurs face à Avoine-Chinon. Vous faites 2 partout après avoir été mené 2-0. Sur ce match aussi, il y a la frustration, Frédéric ? Ouais, parce que là on était vraiment préparé face à un bloc bas. Voilà, c'était vraiment une équipe qui maîtrise son sujet en laissant le ballon à l'adversaire, très clairement. Donc on le savait, on y était préparé. Mais là, voilà. Autant depuis le début de saison, j'étais satisfait des garçons. Et depuis les Herbiers, voilà, il y a eu ce match qui n'a pas laissé des traces, mais qui a été malgré tout un fait de la saison. Et je vais vous le dire clairement, c'est vrai que sur ce match-là, on a été suffisant défensivement. On peut voir les 2 buts sur les analyses. Si vous les analysez, vous allez voir qu'il y a un peu de suffisance. Mais voilà, c'est vrai qu'on nous met en avant dans le fait de dire, voilà, vous êtes mené 2-0, on vient 2-2. Je suis en capacité d'entendre ça, mais voilà. Une fois de plus, en tant que coach, je ne peux pas accepter d'avoir imposer autant de choses à son adversaire et sortir encore avec qu'un seul point à la fin du match. Donc c'est plus ça. C'est vrai que bon, ça va pas devenir une phobie de dire maintenant c'est les points, mais je vous dis, avec l'investissement que les garçons ont fait, on a des données GPS, on regarde les matchs, donc on voit tout l'investissement des joueurs et c'est pas malheureux parce que c'est pas une question d'être triste, mais c'est vrai qu'on c'est dommage de pas bonifier tout ce qu'on fait de bien, quoi. C'est tellement rare et difficile dans une saison d'arriver à imposer ce qu'on met en place. D'habitude, ça prend du temps. Voilà, on a un projet de jeu qui est bien installé et qui prend du temps normalement. Là, les garçons arrivent à faire ce qu'il faut pour faire en sorte que ce jeu soit réalisé, qu'ils prennent du plaisir, on arrive à donner du plaisir. Mais malheureusement, le principal, c'est de prendre les points, c'est ce qui nous manque. Mais voilà, ça fait partie du sport. Mais c'est ce qui mérite un petit peu actuellement, qu'on soit pas en capacité, pas de dominer nos adversaires, parce on garde aussi toute humilité par rapport à ça, mais comme disait Guillaume, voilà, ils s'éclatent, ils arrivent à imposer des choses. Maintenant il faut gagner, quoi. Ça reste le score reflète, la principale des choses en sport, quoi. Donc c'est vrai que le score reflète pas forcément nos matchs, mais bon, c'est comme ça. Et puis cet investissement, vous dites, Frédéric, il se bonifie, il va encore se bonifier finalement, peut-être pas de victoire prise sur ces derniers matchs, mais ça va arriver sur la suite, logiquement. De toute façon, ce que je sais, c'est que les joueurs engrangent de l'expérience. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui découvraient ce niveau. On a des garçons comme Guillaume qui lui est monté l'année dernière avec son club précédent. Donc ça faisait partie d'une volonté de recruter ce profil de joueurs et puis bonifier des garçons comme Sonny ou d'autres qui découvrent des garçons qui sont Sonny Butreau, qui sont formés au club, des Mathis Vrignon. Voilà, mais je suis content parce qu'on avance. Voilà, c'est ce que tu dis. C'est une vérité, c'est que match après match, on a l'impression d'être meilleur. Maintenant, c'est vrai qu'on ne concrétise pas, mais j'ai vraiment l'impression, malgré tout, que semaine après semaine, au fil des entraînements, au fil des matchs, j'ai l'impression que cette équipe commence à prendre à un trait de caractère et commence à s'affirmer. Et c'est tellement dur d'avoir une équipe qui s'affirme, donc je suis au moins content par rapport à ça, quoi. Alors on va continuer à parler de football et de la Roche-Vève dans quelques instants, mais on s'intéresse au premier rendez-vous sportif du week-end, Alexandre. Et on va démarrer cet agenda avec du football. Place à la 11e journée du championnat de National 2 et en ouverture, les Herbiers accueillent Bergerac, actuellement 3e et invaincu depuis plus de 2 mois. Les Herbretais tenteront de poursuivre leur belle série face au 9e. Coup d'envoi à 19h au stade Massabielle. Et puis à noter, on l'a dit, la Roche-VF, dauphin en championnat, sera de son côté samedi opposé à Blois 10e. Direction à présent le championnat de National 3. On jouera samedi soir la 10e journée de rencontres à domicile. Le Vendée-Poiret Faude recevra l'actuel leader, la réserve du FC Nantes. De son côté, Fontenay-le-Comte recevra Sablé. Enfin, toujours en N3, 3 matchs à l'extérieur. Samedi 15h, Chaland ira sur la pelouse de Saint-Philbert. Dans la soirée, les Sables FCOC, actuelle lanterne rouge, iront à Château-Gontier. La Châtaigneraie voyagera pour sa part à Niort face à la réserve des Chamois niortais. En basket, rendez-vous crucial pour le RVBC ce jeudi soir. Les Tigresses se déplacent à Fribourg pour la 6e et dernière journée de la phase de groupe de l'Eurocup Women. Rencontre face aux Suissesses lancée dans quelques minutes, nous vous en reparlerons dans quelques instants.
Puis après son détour par la Suisse, la Roche-Vendée Basket sera de retour sur son parquet dimanche après-midi pour la 9e journée de Ligue féminine à 15h15 à la Halle des Sports des Oudéry. Le RVBC recevra Angers, une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur l'antenne de TV Vendée. Les Lyonnaises sont 11e et avant-dernière, les Angevines 9e, victoire donc plus que souhaitée pour les joueuses de Manu Body dans un derby ligérien pour s'extraire de la zone des playdowns. Toujours en basket, on poursuit avec la Nationale 1 masculine et la 14e journée. Premier match de la phase retour, Chaland reçoit les nordistes de Loun-Plage. Les Chalandais sont 6e, les visiteurs 3e. Rencontre programmée à 20h30 demain vendredi, salle Michel-Vrignot. De leur côté, les Sables Vendée Basket se rendront sur le parquet de Tours, là aussi vendredi soir. Un cran plus bas en National 2 masculine, le Saint-Georges-Montaigu Vendée Basket disputera samedi soir la 11e journée du championnat. Les Vendéens reçoivent le dauphin de leur poule, les Landais d'Orsarieux. C'est à suivre à la salle des sports de Saint-Georges de Montaigu à 20h ce samedi. En National 3 masculine, place là aussi à la 11e journée, samedi soir 20h, 3 matchs programmés sur les terrains vendéens et notamment un derby. Le leader de cette poule D, Luçon Saint-Gemme, accueille le voisin Chambretot. Réception des Quimpérois pour Chalandry-Lévis. Salertaine affrontera Cherbourg sur son parquet. Enfin, unique déplacement, celui de l'entente des clubs de La Roche-sur-Yon. BCY, c'est pas RVBC avec un match du côté de Vineuil. Et puis, ultime mot de basket pour conclure cette première partie. C'est une affiche de National 3 féminine. Là aussi, ce week-end réserve un derby vendéen entre Chantonnay-Saint-Germain et les Herbiers. Ce sera samedi soir 20h30, salle de l'Épine. Et puis hors des parquets du département, le Riévi Basket L'Étoile se rendra à Vertou. Le Smash jouera le Cercle Paul-Bert Rennes. Alors d'autres rendez-vous à venir en fin d'émission, mais on revient au football maintenant. Donc voilà, on a parlé de la Roche VF dans le championnat national 2. On va parler de l'autre équipe vendéenne dans ce championnat, c'est celle des Herbiers, Alexandre. Oui, les Herbiers, l'autre équipe en forme de cette poule B. Pourtant, le début de saison était presque un petit peu timide côté Herbretais. Une victoire lors de la première journée face à Avoine-Chinon. Les hommes de Laurent David ont ensuite enchaîné 2 défaites puis un match nul. Certains pouvaient peut-être alors penser bien que la montée manquait de très peu l'an dernier et cette défaite à la maison face à Gol FC n'était pas encore effacée des esprits. Finalement, non. Le VHF a très vite redémarré la machine et relancé son compteur à points. Depuis leur nul à Trélissac mi-septembre, les Herbiers sont invaincus depuis 10 matchs, toutes compétitions confondues. Qualifiés au 8e tour de la Coupe de France où ils joueront Saint-Brieuc en championnat. 12 points pris sur 18 possible avec une efficacité parfois froide. Nos invités de la Roche VF nous en ont parlé. Le VHF s'était imposé 1-0 dans le derby le 3 novembre dernier sans dominer loin s'en faut. Je n'ai pas mes fiches, Alexandre, donc je vais vous laisser enchaîner. Et on continue justement parce que cette dynamique positive se retrouve au classement. On va le voir au classement de la Nationale 2. Du championnat de Nationale 2 9e à la mi-septembre, les Herbretais sont désormais sur le podium à la 3e place avec un match en moins à disputer. Mais attention, on le sait, en Nationale 2, les classements sont très homogènes et ce groupe B n'échappe pas à la règle. 3e avec 15 points, les Rouges et Noirs ne sont qu'à 2 points du 10e, Blois à 2 points du premier relégable puisqu'on le rappelle, les 5 derniers sont assurés de descendre. Tout peut donc aller très vite. Dans un sens comme dans l'autre, les Herbretais affronteront d'ailleurs Libourne à la mi-janvier, actuel leader pour la dernière journée de la phase aller. Un match qui sera peut-être aussi un bon étalon de mesure pour savoir si oui ou non les Herbiers sont un candidat sérieux pour la montée une fois de plus cette année. On va s'intéresser à l'étage en dessous, National 3, avec plusieurs clubs vendéens. Tout à fait, ils sont plus d'un tiers des clubs engagés dans cette poule D sont des clubs vendéens, mais aucune équipe vendéenne n'est pour l'heure sur le podium. En revanche, l'une des formations s'en rapproche très fortement, c'est le Vendée Poiré Foot. Après avoir été leader en début de saison, les Genoux sont progressivement rentrés dans le rang, mais depuis début octobre, la formation de Rabizéroil ne perd plus. Un nul chez le second Vertou, un carton face à Saint-Nazaire, 2 victoires dans les derbys face à Fontenay et à Chaland. Et dans cette belle dynamique, le Poiré s'appuie sur l'un des hommes forts de cette équipe, le buteur Jordan Cuvier. 8 réalisations déjà pour lui cette saison. Résultat, au classement, le Poiré s'est déjà créé un petit matelas, 9 points d'avance sur la zone rouge et peut désormais peut-être espérer voir plus haut en battant pourquoi pas le leader. Ce sera ce week-end à Lidonnière. On s'intéresse à la régionale 1. Alors, juste avant ça, d'autres clubs qui sont oui, en bien National sûr, on n'a 3. pas parlé des autres, pardon. Ils sont 8e, 9e et 10e à la suite, Fontenay, Chaland et La Châtaigneraie. Côté Fontenay, les joueurs d'Aurélien Joubert avaient réalisé un bon début de saison avec 2 victoires et 2 nuls, mais le VFF reste aujourd'hui sur 4 matchs sans victoire, point positif. Fontenay compte dans ses rangs l'un des meilleurs buteurs de ce groupe, c'est Pierre-Ange Omambé et ses 7 buts. Un bel atout pour la suite de la saison donc. Côté chalandais, 2 défaites, 2 nuls et 1 victoire sur les 5 dernières rencontres. Le FC Châlons a peut-être aussi la tête à la Coupe de France avec les Herbiers. Châlons est la 2e équipe vendéenne qualifiée au 8e tour. Les Chalandais se rendront dans les Côtes d'Armor pour y affronter le stade Paimpolais, un autre pensionnaire de N3. Ça, ce sera le 10 décembre. Côté de la Châtaigneraie qui débarque cette saison en N3, les hommes de Charles Devineau ont réalisé un début de saison très délicat. Il aura fallu attendre le 7e match de championnat pour obtenir un premier succès. C'était dans le derby face au Sable FCOC avec une 2e victoire
victoire glanée la semaine passée. Le groupe châtaigneraisien commence peut-être à trouver ses repères dans une nouvelle division. Et puis l'autre promu, eh bien, c'est les Sables FCOC. Là, en revanche, difficile de faire un constat positif. Pire attaque, pire défense. Le groupe de Jérémy Charnot et Kevin Domangeau est logiquement dernier, mais il y a un motif d'espoir, c'est que le premier non relégable, la Châtaigneraie, n'est qu'à 5 points. Il faudra donc démarrer une série de matchs et engranger des points très rapidement. Allez, rapidement, on va faire un tour d'horizon de la Régionale 1 dont on parle assez peu, et les deux poules de Régionale 1. Exactement, le premier groupe, c'est le groupe A avec 3 équipes vendéennes, Pouzauges relégué l'an passé, qui accompagne les 2 équipes réserves de la Roche VF et des Herbiers. Et pour l'heure, après 6 matchs disputés, c'est la Roche VF qui fait la meilleure impression côté vendéen, toujours invaincu. Les Lyonnais sont talonnés par Pouzauges et les Herbiers. Pouzauges et les Herbiers qui s'est d'ailleurs neutralisé à la mi-octobre au terme d'un score fleuve 5 partout. Et puis dans l'autre groupe, le groupe B cette fois, la dynamique est clairement à l'avantage de la Roche ESO, invaincu, qui caracole en tête avec 4 victoires et 3 nuls. L'autre club sablais, les Sables TVEC devancent Mareuil-sur-Lay, et pour cause, le week-end dernier, les Sablais se sont imposés de 1 face aux Mareuillais. Et un mot de foot féminin avec la Roche ESO en D3 féminine. C'était le début de saison canon, une victoire 9-2, puis 3-1, puis 5-1. Les Ornésiennes avaient parfaitement lancé leur saison avec 4 succès convaincants de rang. Première défaite à domicile face à Saint-Denis qui n'a fait que ralentir la bonne dynamique, car les joueuses d'Anthony Gauvin ont repris leur marche en avant. Si l'objectif affiché en début de saison n'est pas forcément celui de la montée, les Ornésiennes sont pourtant bien dans les temps de passage pour jouer la première place. La Roche ESO est 3e avec un match en retard et jouera dans 15 jours face à Caen. Et on revient au championnat national 2 avec la Roche VF, donc 2e au classement, et nos 2 invités, Fred Reculot, Guillaume Audru, coaché milieu de terrain. Donc déplacement à Blois samedi à 18h. Il y aura ensuite un match amical face à la réserve de Lorient. Ça sera à Saint-Herblain, ça sera lors du week-end de la Coupe de France, puisque vous avez été éliminé par Chaland au 5e tour. Et ensuite un dernier match dans cette année 2023, le 15 décembre à 19h, réception d'Angoulême. La reprise, ce sera le 13 janvier à Trélissac pour la fin des matchs allés. On a vu tout à l'heure donc, les images du match face aux Herbiers, du match face à Avoine, et le même type d'action, des pénaltys qui ne sont pas convertis. Est-ce qu'on vous avez accentué ce travail-là, Fred, sur les derniers entraînements, parce que finalement ça vous a coûté à chaque fois soit une victoire, soit un match nul? Je laisse la parole à Guillaume. Guillaume, qui fait partie des tireurs. Est-ce qu'il y a une malédiction des pénaltys? Bah non, là, après un penalty, ça reste c'est un geste technique où y a pas soit le gardien, déjà faut cadrer. Les pénaltys ont été cadrés, le gardien est parti du bon côté sur les 2 pénaltys de Sony. Après, c'est sûr que quand on commence à en louper un, on peut tergiverser. Peut-être sur le deuxième, il a tergiversé. Entre-temps, j'en avais eu un que j'ai réalisé, que j'ai transformé à Libourne. Là, sur l'action, j'étais par terre, c'est sur moi qu'il y a eu la faute, et Sony a voulu prendre ses responsabilités, peut-être pour se racheter aussi de ce penalty aux Herbiers. Ça lui a pas réussi, on est toujours avec lui, il y en aura peut-être un autre qui tirera le prochain, et voilà. Alors je le disais, vous étiez joueur de Gol FC la saison dernière, premier de National 2, donc une montée en National validée, mais vous n'avez pas été conservé par le club. Vous aviez également manqué de peu la montée avec Annecy, lorsque vous aviez 20 ans, c'était pour 1 point seulement. Comment s'est fait votre arrivée à La Roche? J'ai appris assez tard, on va dire, que c'était terminé avec Gol FC. Et ensuite, le mercato a déjà bien commencé sur les clubs de National 2 et tout ce qui entoure le Rhône-Alpes, vu que je suis basé de là-bas. Et du coup, j'ai quand même joué pas mal de matchs l'année dernière. Je voulais m'appuyer quand même sur le fait que j'ai joué beaucoup de matchs. Je suis monté, donc rester, on va dire, sur cette dynamique-là. Et ensuite, j'ai mon ami et agent qui s'appelle Dorian Lévesque, qui avait des contacts avec Anthony Martin, qui a été sous les ordres qu'on connaît bien en Vendée, qui joue au Poiré, à Luçon. Et aussi Moustapha Ndoye, qui joue à Châtaigneraie, que j'ai connu à Annecy, en fait. Et les contacts sont arrivés comme ça, jusqu'à que le coach ait mon profil, je pense, sur la table. Et ensuite... on a discuté et ça s'est fait. Ouais. Frédéric, en quoi le profil de Guillaume vous a intéressé et vous intéresse toujours aujourd'hui, puisque un joueur majeur de l'équipe? Il a cité un nom, Anto Martin, qui a fait partie d'une bonne épopée à Luçon, donc ça connaît les principes par cœur. C'était un des fervents dans ce sens-là, et forcément connaissait aussi Guillaume, avait entendu parler de Guillaume, donc a approfondi un petit peu le profil de Guillaume. Il m'a mâché un peu le travail, pour être très honnête. Voilà, connaissant un peu les intérêts que je pouvais avoir sur certains profils, et voilà, quand il m'a appelé en disant coach, j'ai votre joueur.
Bon, je lui ai dit, vas-y, Anto, donne-moi ce qu'il faut, puis je fais le reste, quoi. Et donc, ça s'est mis comme ça. Donc, c'est souvent comme ça, le recrutement. Hein. C'est par des réseaux, par des connaissances, par des affinités. Et voilà, avec Anto, on sait qu'on parle le même football. Donc, voilà, quand il parle de quelque chose, je peux y aller les yeux fermés. Et je suis tout sauf déçu, forcément. Alors, tous les deux, en fonction de vos réponses, on sent quelque chose, c'est que vous auriez signé pour cette deuxième place avant le début du championnat, mais que maintenant, vous avez affronté quasiment toutes les équipes, que vous pouvez jauger du niveau de l'équipe, les ambitions sont revues à la hausse, clairement. Est-ce qu'aujourd'hui, on dit que la Roche VF joue la première place, joue la montée en nationale, Fred? Je ne sais pas si on peut l'affirmer haut et fort, parce que si on était aussi fort que je l'annonce, on serait pas deuxième. Donc je vais rester sur des réserves quand même. Mais c'est vrai que nous au sein je vous dis, il y avait beaucoup d'incertitudes et voilà, entre les arrivés, les anciens, on montait après X années de volonté de la part du club. Donc il y avait aussi tout un contexte et des choses à mettre en place, que le club, ça fait un petit moment qu'il n'avait pas connu ce niveau-là, mais c'est vrai que maintenant, pour avoir joué un maximum d'équipes dans le championnat, à l'intérieur du groupe, on se dit, bon voilà, on est en capacité peut-être de faire quelque chose de grand, quoi. Donc on s'interdit rien. C'est vrai qu'au début, on est arrivé sur la pointe des pieds, et maintenant on a envie de dire, on marche pleinement sur nos pieds, et on a envie justement d'imposer ce qu'on est. On a l'impression d'être en capacité de faire des choses. Donc maintenant, on veut juste nous prouver à nous-mêmes qu'on est capable de le faire. Maintenant, ça reste du sport. Peut-être que la deuxième partie de saison sera tout à l'opposé de ce qu'on fait là. On ne le voit pas comme ça, forcément, et heureusement. Mais voilà, on ne crie pas haut et fort qu'on va monter, mais on peut dire que voilà, maintenant, on se sent capable de rivaliser, puis de dire, oui, on va jouer tout ce qu'on est capable de faire, puis on verra si on en a la capacité, si on a fait suffisamment les choses comme il fallait pour pouvoir y accéder, y arriver, quoi, tout simplement. Et donc ça passera certainement par un résultat à Blois ce samedi. En déplacement, donc pour mettre fin à cette série de 5 matchs sans victoire. Une dernière question, Alexandre. Oui, c'est ça. En tout cas, les entraîneurs aussi adverses qu'on a l'occasion d'entendre en interview d'après-match ne sont pas avares d'éloges, en tout cas, sur le jeu de la Roche VF. Est-ce que vous avez remarqué aussi peut-être que les équipes que vous affrontez avaient un schéma de jeu différent, peut-être des blocs plus bas, sachant que vous êtes maintenant plus en haut de tableau? Est-ce qu'ils ont un peu plus peur de cette équipe qu'en début de saison? Je l'ai déjà connu à Luçon. À Luçon, on avait une étiquette aussi d'équipe très joueuse et voilà, avec un style emmerdant, en étant vulgaire, à jouer. Donc c'est vrai que là, je vous le dis, ça a pris relativement. On fait pas tout bien, hein, je ne veux pas dire qu'on est devenu exceptionnel, mais on fait des choses relativement intéressantes. Forcément que les équipes maintenant sont en capacité, par la vidéo et puis par les échanges qu'ils ont entre elles, de se dire que la Roche, elle a ses points forts, mais elle a aussi peut-être ses certains manques. Et là, on a rencontré une équipe qui a joué vraiment un bloc très bas, qui nous a laissé le ballon. On n'a pas été en capacité sur ce week-end-là de faire mal et on s'est fait punir. Donc, mais c'est vrai que voilà, je l'ai connu par le passé, donc je sais que c'est le danger. C'est forcément très honorable d'être glorifié par les adversaires, mais aussi c'est dangereux parce que ça renforce la volonté de l'adversaire à être meilleur et puis à vouloir nous renverser. Donc, mais bon, voilà, je pense que j'ai des garçons intelligents en capacité de le comprendre. C'est ce que je leur ai dit cette semaine. Je dis, si on est toute la saison mis en avant parce qu'on est une belle petite équipe joueuse, sympa à jouer, l'arrivée c'est qu'on n'aura rien fait, quoi. Donc il faut qu'on garde cette étiquette, mais qu'en même temps on soit une équipe qui fasse peur et qui fasse que les adversaires craignent, quoi. Et c'est cette étape numéro 2 qu'on doit aller chercher pour pouvoir imposer encore plus fort ce qu'on est capable de faire, quoi. Alors on va vous libérer, messieurs, parce que vous avez d'autres obligations. On va pas avoir le temps de faire le quiz qui a été prévu. Ce sera pour une prochaine fois. On vous remercie en tout cas d'être venu nous rendre visite. Bon match donc samedi à 18h à Blois, et puis rendez-vous pour le dernier match à domicile en 2023 le 15 décembre à 19h face à Angoulême. Merci beaucoup et on va donc passer maintenant à l'entretien. L'entretien donc réalisé avec Sébastien Lambert, Alexandre. C'est ça, nous avons posé nos caméras à Michel Vrignot avec Sébastien Lambert, un coach dont on sait finalement peu de choses. Cet entretien est donc l'occasion de découvrir un petit peu mieux ce coach de 50 ans, Picard, qui en est à sa 2e saison sur le banc du VCB, première partie de championnat, idée de jeu, mais aussi sa jeunesse sur les parquets et son image de père fouettard. Sébastien Lambert s'est longuement confié, c'était hier mercredi, juste après l'entraînement. Bonjour Sébastien Lambert. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Michel Vrignot, salle emblématique du Vendée Challant Basket, club dont vous êtes l'entraîneur depuis la saison dernière. Nous sommes actuellement tout juste à la fin de la phase aller du championnat, cette première partie du championnat de National 1. Challant est actuellement 6e avec un bilan de 7 victoires pour 6 défaites. Sébastien Lambert, quel premier bilan pouvez-vous déjà tirer après ces 13 premiers matchs ? Le bilan, il est déjà plutôt positif parce que c'est vrai qu'en début de saison, on a eu pas mal de soucis physiques, notamment avec notre Américain Mike Ryan, qu'il a fallu changer. On a fait venir un pigiste qui est resté très peu de temps puisqu'il a dû partir en Asie sur
des salaires beaucoup plus onéreux. On a un petit peu galéré en octobre-novembre. Le bilan est positif, même si on est un petit peu frustré parce que je pense qu'on a lâché deux matchs un peu bêtement à domicile en début de saison, qui sont Rueil et Poissy surtout. Et surtout, on se fait vraiment voler le match à Toulouse. Mais c'est tout, c'est les aléas d'une saison et ça fait partie du jeu, mais le bilan est plutôt positif. Dans l'aspect du jeu, c'est très particulier parce qu'on cherche encore aujourd'hui vraiment l'équilibre entre l'attaque et la défense. On est plutôt pas mal en défense, plutôt même en avance par rapport à ce qu'on avait forcément prévu de faire. Mais on se cherche encore en attaque. Donc on y arrive tout doucement, mais on a encore besoin de chercher cet équilibre et on travaille dessus tous les jours. À l'issue, en tout cas, de cette première phase de championnat, mi-février, un deuxième championnat va débuter. Les équipes classées entre la première et la 5e place vont accéder à un groupe qui sera assuré, lui, de disputer les playoffs. Est-ce que c'est l'un des objectifs d'atteindre cette poule montante, l'un des objectifs premiers de votre saison ? L'objectif prioritaire, c'est de ramener le Vendée Chalon Basket dans cette zone de play-off et de s'y inscrire régulièrement pour pouvoir, à un moment donné, y être plus ambitieux. Ça, c'est le premier point. Et puis le top 5, en tous les cas, c'est un de mes objectifs et c'est celui que j'ai fixé au groupe. Sébastien Lambert, avant de signer à Challans, vous avez aussi officié sur un banc, celui de Saint-Quentin, votre ville natale, puis à Chartres aussi pendant 6 saisons. Dans ces deux clubs, vous êtes déjà parvenu à accéder à la Pro B. Ça, c'est la question que... Mais la question n'est peut-être pas celle à laquelle vous attendez. Okay. Comment est-ce que ces expériences, elles vous servent aujourd'hui au sein du VCB ? Faire une montée, c'est beaucoup de travail sur le terrain, c'est beaucoup de travail en dehors, c'est beaucoup de travail d'organisation, de mise en place de certaines, entre guillemets, méthodologies, le suivi médical. Voilà. Moi, quand je suis arrivé à Challans, j'ai senti que c'est vraiment ce que je pouvais apporter. Et c'est ce que j'espère pouvoir apporter le jour où je partirai d'ici, de dire, voilà, ce que j'ai apporté au-delà d'un certain résultat sportif, c'est aussi de mettre le club et les joueurs dans les meilleures dispositions possibles. C'est le côté passionné et passionnant de cette ville, de ce club, de l'histoire qu'il y a. Et je pense qu'il y a plein de petites choses. On a fait refaire le vestiaire pour donner vraiment de la valeur au maillot, d'arrêter de vivre dans le passé parce que c'est pas ce qui va aider le club à atteindre ses objectifs. Par contre, s'en servir, c'est quelque chose d'important. Il faut toujours des étapes intermédiaires, en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me parlent de Pro B, c'est bien, mais on n'est même pas une équipe playoffable. Donc avant d'atteindre la Pro B, il faut déjà atteindre les playoffs régulièrement, puis tout doucement augmenter les objectifs, structurer le club tout autour, augmenter le budget du club, parce qu'aujourd'hui, on est un budget intermédiaire. C'est pas toujours les plus riches qui gagnent. Mais à un moment donné, il faut avoir des idées, une structure tout autour, et à un moment donné, il faut quand même les moyens de son ambition. Sébastien Lambert, finalement, on sait très peu de choses de vous. Donc vous êtes le coach, évidemment, de cette équipe depuis la saison dernière, mais vous avez aussi eu une carrière de joueur avant de devenir coach, au poste de meneur, notamment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Vous aviez aussi été dans des équipes jeunes de l'équipe de France. Tout à fait. Je vois que vous êtes très bien renseigné, parce que c'est pas moi qui en parle d'ordinaire. Ouais, j'ai fait les équipes de France minimes, cadets, juniors, avec les Foirès, Ciara, etc., etc. J'ai joué quelques saisons à Saint-Quentin, à l'époque. J'ai joué quelques saisons avec Jean-Denis Choulet à Vrines-Ardennes Basket en Pro B. Je n'ai pas fait carrière non plus très longtemps parce que j'ai arrêté très vite à 24-25 ans. Je prenais beaucoup plus de plaisir à coacher, manager, encadrer, que ce soit des jeunes ou autres. J'ai quelques titres de champion de France en jeunes aussi en tant que coach. Donc voilà, je me suis orienté naturellement vers le coaching, et ce qui ne m'empêche pas de leur mettre de temps en temps une petite pilule au tiers du milieu. Donc voilà, ça me va aujourd'hui largement. Est-ce que le coach Lambert que vous êtes aujourd'hui à 50 ans est le même que le joueur que vous avez été il y a quelques années ? Il y a de la ressemblance. J'étais assez sanguin en tant que joueur. Je pense être assez sanguin en tant que coach. Simplement, j'ai beaucoup plus d'expérience aujourd'hui. Je suis beaucoup moins impulsif, beaucoup plus dans la réflexion, parce que c'est le métier qui veut ça aussi. Même si j'étais plutôt un meneur organisateur qui savait bien faire jouer l'équipe. Mais j'ai toujours quand même ce côté sanguin. Justement, c'est vous qui le dites. Vous n'êtes pas non plus un adepte de la langue de bois. Vous ne mâchez pas vos mots, que ce soit auprès de vos joueurs. Et est-ce qu'on peut dire que cette image, qui est peut-être parfois un tout petit peu dure, que vous pouvez avoir, en tout cas reflétée sur un banc, est-ce qu'elle reflète la personne que vous êtes ? Non, pas du tout. Et ça, je pense que les joueurs le diraient beaucoup mieux que moi. C'est toujours difficile de parler de soi, mais... moi, je suis un peu un père fouettard. Je considère mon équipe comme ma famille. Donc, je considère automatiquement mes joueurs comme mes enfants.
et je leur parle de la même manière. Je suis très très proche de mes joueurs, je connais leur vie, je m'intéresse à leur vie. Je dis toujours ce que j'ai à dire, mais ça reste toujours juste et honnête. Et je les protège toujours, au bout du compte. Même quand des fois les dirigeants ne sont pas satisfaits d'un tel ou d'un tel, je les défends. Vous dites aimer la pression et les décisions que cela implique. Vous expliquez que votre travail se base sur la rigueur, sur l'effort, et que la remise en question est permanente chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut ajouter pour parfaitement comprendre ce qui vous anime sur un banc ? C'est trop facile de remettre en cause systématiquement les joueurs, même si on sait très bien que le fusible, c'est le coach. C'est prétentieux de dire qu'on fait que des bons choix. On fait tellement de choix en tant que coach, que ce soit dans la gestion humaine, que ce soit sur le plan technique ou tactique. Quand mon équipe prend 35 points, par exemple, à Tours, je les prends avec. Faut pas croire que j'arrive et leur dire « ouais, c'est de votre faute ». Non, c'est de la mienne aussi et il faut se remettre en cause. Alors ces matchs-là, c'est facile de se remettre en cause. On en prend 35, si on le fait pas à ce moment-là, on le fera jamais. Mais même pendant les victoires, moi j'aime bien que mes joueurs soient heureux. Quand mes joueurs sont malheureux, je me remets en cause parce que je me dis que je les rends pas heureux. C'est une constante en fait et je pense qu'il faut savoir le faire parce que le basket évolue aussi. J'essaie d'évoluer avec mon temps parce que je commence à vieillir et à avoir une certaine expérience, mais je coach pas ou je gère pas comme il y a 25 ans, tout simplement. Sur ces belles paroles, merci beaucoup Sébastien Lambert. C'est moi qui vous remercie. Voilà donc pour cet entretien avec Sébastien Lambert, le coach du Vendée Châlons Basket, le coach pardon, Châlons qui recevra Lune Plage ce vendredi soir. On reste dans le basket avec basket féminin et l'Eurocup Women, la dernière journée de la phase de poule dans le groupe L. La Roche Vendée Basket, vous l'avez dit tout à l'heure, Alexandre joue à Fribourg en Suisse ce jeudi soir à 19h30. Hier, les Polonaises de Gdynia se sont imposées face aux Turcs d'Emlak Konut 69-53. Gdynia assuré de terminer à la première place et donc de se qualifier pour le prochain tour de play-off. Pour le RVBC, en cas de victoire, ce sera la deuxième place assurée et la qualification. En cas de défaite, il faudra s'incliner de moins de 33 points, puisqu'au match aller, les Lyonnaises l'avaient emporté 101-68. Donc les Tigresses du RVBC en bonne position pour se qualifier pour la suite de la compétition. De la voile, après la Transat Jacques Vabre en double, place au retour à la base en solitaire. C'est une épreuve qui concerne les IMOCA qui s'était lancée ce jeudi à 17h. 30 skippers qui ont pris le départ de Fort-de-France en Martinique, direction Lorient. 2 s'élanceront un peu plus tard. Jean Le Cam qui est en convoyage et Tanguy Le Turquet toujours en course sur la Jacques Vabre. Ce retour à la base est la seule épreuve en solitaire en IMOCA cette année. Elle est importante pour beaucoup de skippers, notamment ceux qui sont en quête de qualification pour le Vendée Globe. C'est le cas notamment de Sébastien Simon. On va écouter le skipper du groupe du Breuil ainsi que le directeur de course Hubert Lemonnier. On a l'habitude de faire des transatlantiques dans les alizés, dans le sens est-ouest. Là, on va ouest en est, donc on sait que c'est compliqué. Saison hivernale avec les systèmes dépressionnaires en Atlantique Nord qui commencent déjà sur les Açores, sur le plateau des Açores, Nord Açores, sur le golfe de Gascogne, sur la pointe Finistère. Donc on a quand même pas mal de pièges sur la route et il faut surveiller un peu les systèmes météo qui évoluent vite et qui peuvent se dégrader rapidement. Mais il y a aussi des solutions de passage un peu plus au sud, donc beaucoup de tactiques et de stratégies normalement, et ça va être extrêmement intéressant à suivre. C'est un passage obligé pour la qualification Vendée Globe, donc c'est aussi pour ça que je le prends très sérieusement. Voilà, et puis ça fait du bien de se projeter en solitaire avant la saison 2024. Au moins, avant de faire le refit du bateau, j'aurai une petite idée des petites améliorations qu'on pourra apporter sur l'ergonomie notamment. On a déjà un bateau extraordinaire qui a fait ses preuves, qui est très performant. Maintenant, c'est des petits points ergonomiques qui sont à travailler pour que je me sente vraiment à l'aise. Donc c'est super, ça tombe au bon moment. C'est sûr que voilà, et puis ce sera des conditions qui vont être assez variées aussi et beaucoup de portants. Donc voilà, on va sûrement prendre beaucoup de plaisir, j'en suis certain. Allez, les derniers rendez-vous sportifs du week-end avec vous, Alexandre. Et on va commencer avec du handball. En National 1 masculine, place à la 12e journée. Pouzauges, toujours bon dernier, affronte Livry-Gargan. Ce sera à 19h ce samedi, salle de l'Étoile. En rugby, en Fédéral 2, après 2 semaines de trêve, le FC Lyonnais se déplace à Saint-Magne de Castillon pour la 9e journée. Ce sera la dimanche à 15h15. Et puis même jour, même heure, à domicile, cette fois, place à la 9e journée du championnat de Fédéral 3 au stade de la Rue de Lierre. Match de haut de tableau pour le Rugby Club Sablé avec la réception de Puyllboro, 2e pour le leader vendéen. Henri Coquet à la Vendéenne vise un 8e match sans défaite. Rencontre face à Mérignac à suivre à 20h30 samedi au complexe de l'Angélemière à La Roche-sur-Yon. Et puis un peu plus tôt dans la soirée de samedi à 18h30, le Ogli retrouve le complexe Arago en D2 de hockey sur glace. Les Aigles lyonnais affrontent la réserve d'Amiens. À l'extérieur, du côté de Nantes, cette fois place à la 4e journée de D1 de footnet ou tennis ballon. Samedi, le tennis ballon Olonnais affronte Géniac puis Valoris à suivre au gymnase de la Laetitia à Nantes. Et on termine en course à pied avec le trail urbain de
Mortagne samedi de distance. Lancement de ce trail nocturne à partir de 18h30 à Mortagne-sur-Sèvre. C'est la fin de cette émission. Merci Alexandre. On vous retrouve lundi dans la matinale pour le Journal des Sports et dans 85 chrono du lundi. Merci à vous de nous avoir suivis et passez une excellente fin de semaine sur TV Vendée.